À cette deuxième session. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est mettre fin aux divisions internes. Alors, on aurait pu dire mettre fin aux divisions tout court. Alors, je vous explique, en ce moment, il y a une petite vidéo de publicité qui passe sur Internet, sur Facebook, pour faire découvrir nos services. Donc, justement, pour résoudre les problématiques de recrutement et de rentabilité en restauration. Et ça suscite quelques réactions. Et ces réactions, elles m'ont évoqué justement le sujet d'aujourd'hui. Il y a des commentaires, alors déjà, je précise, tous les commentaires sont masqués, hein, par définition, mais il y a quelques commentaires, de restaurateurs, mais aussi, de personnes qui sont issues de la restauration, qui quittent le secteur parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors il y a des restaurateurs qui n'en peuvent plus parce que, ils n'en peuvent plus du personnel, ils n'en peuvent plus, des clients et puis, il y a des salariés qui en ont marre aussi parce que, il y a des, maltraitances, il y a on les traite pas bien. Donc ça génère beaucoup d'émotions, c'était des visions qui sont à tous les niveaux et j'aimerais vous entretenir, messieurs, pour savoir quelles sont, vos solutions que vous proposez au quotidien pour les restaurateurs qui ont, toutes ces divisions. Tu voulais commencer, Christophe? Eh bien, d'abord, bonjour tout le monde. Oui, donc, effectivement, il existe différents types de conflits au travail. euh, et il y a différents types qui existent et de façons de gérer ces conflits. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Mais pour moi, à mon sens, je pense que c'est au début de la relation que nous avons. Tout à l'heure, Didier, je pense, va en parler au sujet du recrutement. C'est son domaine. Et pour commencer, je partirais moi du tout début. C'est en fait ce qu'on a nommé une idéologie au sein de l'entreprise que tout le monde va suivre. Pour moi, il faut une histoire, il faut quelque chose. Alors, ça peut être une histoire de famille, bien évidemment. Ça peut être aussi un lieu bien précis. Ça peut être aussi un style de cuisine que nous pratiquons. Mais en tous les cas, il faut une idéologie. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Didier. Alors déjà, bonjour à tous. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu appelles idéologie, moi j'appelle ça marque employeur. Effectivement, bien souvent, les employés ne sont pas capables d'identifier de façon claire l'établissement dans lequel ils travaillent avec sa philosophie principale. Et sa philosophie principale, ça peut être, comme tu le dis, effectivement, une histoire de famille, ça peut être une forme de cuisine, ça peut être un engagement éco-responsable. Dans tous les cas de figure, il faut que le salarié puisse s'identifier à l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Donc, en principe, ça se fait en 4 étapes. On ne va pas détailler les 4 étapes ici parce que c'est pas l'objet de ce podcast. Mais pour résumer, je dirais qu'il faut remettre l'homme au cœur de l'entreprise et remettre l'entreprise dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est fondamental parce que il y a un très bon exemple d'ailleurs, c'est Éric Guérin qui est un chef 3 étoiles qui vient d'obtenir le label RSE Marianne, qui est un label qui justement qui travaille sur le respect et il a été le premier labellisé en France métropolitaine, justement parce qu'il a mis en œuvre tout un accompagnement de ses salariés, tout un respect de ses salariés, un travail d'équipe avec ses salariés. Et c'est uniquement comme ça, il a réussi à fidéliser son personnel qui reste en moyenne entre 2 ans et demi et 3 ans dans son établissement, alors que ses salaires sont exactement les mêmes que dans les autres établissements comparables. Donc, on voit bien que ce n'est pas toujours le salaire qui fidélise le personnel. C'est l'écoute, le fait de les valoriser, de les faire participer à l'aventure et de les respecter. Et bien entendu, après, il faut il faut se caler. Je dirais que l'un des inconvénients majeurs aujourd'hui, c'est que les exploitants de restaurants sont des gens qui ont en moyenne plus de 45 ans et qu'on embauche pour la plupart des jeunes qui font partie de ce que l'on appelle la génération Z. La génération Z, ce sont des jeunes euh, qui sont nés entre 96 et 2012, en gros. Hein. Ça, c'est la génération Z. Et bien, leurs valeurs sont complètement différentes. Donc, il faut déjà que le chef d'entreprise
une mentalité suffisamment ouverte pour arriver à comprendre que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus ce que lui, il a vécu. Bien souvent, on l'entend chez les restaurateurs. On dit « Oui, mais moi, à mon époque, c'était comme ça et on ne se plaignait pas. » Eh bien oui, mais l'époque a changé, il faut s'adapter. Et c'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire preuve de flexibilité, il faut faire preuve d'engagement, il faut surtout faire preuve d'accompagnement et arriver à responsabiliser les jeunes. Et pour ça, il faut revoir les méthodes de management. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Pour poursuivre un petit peu, je pense qu'il faut entretenir un lien maintenant de confiance et que entre l'employeur et l'employé, il faut réinstaurer cette confiance. Alors, bien évidemment, cette confiance, elle s'acquiert tous les jours par des petits actes anodins, des paroles qui rassurent, qui confortent, des paroles qui poussent à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment ce. Aujourd'hui, il va falloir mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire vraiment entretenir ce lien, ne pas rompre ce lien. Et ça, dès le début aussi, en amont, puisqu'en fait, pour moi, le secret, c'est vraiment de travailler dès l'origine. On rentre dans l'entreprise et en ce moment, je suis en train de le faire avec un restaurateur qui recherche simplement 2 cuisiniers. Et il était un peu surpris de voir toutes les questions que je pouvais poser au moment de l'entretien. En fait, tout ce que j'essayais de mettre à jour, que voulait dissimuler en fait le patron. Le patron voulait dissimuler certaines choses. Moi, je dis non, il faut être clair. On est en train, là, on ne va pas travailler sur 35 heures. On va travailler sur un peu plus. Il faut être clair. Il faut déterminer quelque chose. Il faut qu'il y ait vraiment une confiance dès le début et l'entretenir tout au long, en fait, du parcours professionnel. Ensuite, je rajouterai à ça, et ça c'est fondamental, juste après, il faut vraiment qu'il y ait une organisation et que tout soit coordonné. Vraiment une organisation, j'allais dire militaire, mais oui, militaire, avec des feuilles de production, des feuilles de poste, pour au moins que le salarié connaisse les desiderata du chef ou du patron. C'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, alors je vais certainement dire la palissade, mais le meilleur moyen de mettre fin aux divisions internes ou aux divisions, alors les divisions internes, elles peuvent être entre les employés et le patron, elles peuvent être entre les employés eux-mêmes. Le meilleur moyen de mettre fin aux divisions internes, c'est de ne pas en avoir. C'est de faire ce qu'il faut pour ne pas en avoir. Et pour ne pas en avoir, il faut arrêter d'embaucher des gens. Quand on a besoin d'un serveur, il faut arrêter d'embaucher le premier qui se présente en lui disant « fais-moi voir ce que tu sais faire ». Il y a trois grands axes sur lesquels on doit travailler quand on embauche quelqu'un, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Aujourd'hui, bien souvent, et c'est là l'erreur fondamentale, on ne s'intéresse qu'au savoir et au savoir-faire. Et on oublie le savoir-être. Mais bien souvent, les divisions internes sont créées justement par l'absence de savoir-être. On peut prendre en exemple, par exemple, le groupe Accor. Le groupe Accor, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais ils ont mis en place un système où ils disent eh bien, on fait une journée de recrutement, venez nous voir, mais sans votre CV. Votre CV ne nous intéresse pas. Ce que vous savez faire ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est la façon dont vous êtes capable de vous comporter. Parce que en analysant la façon dont ils vont se comporter, ils vont savoir s'il est capable de s'intégrer dans une équipe, s'il est capable de se comporter correctement avec les clients, s'il est capable de respecter les échelons hiérarchiques. Quand on a quelqu'un qui a ces compétences-là, même s'il ne sait pas tout faire, eh bien, il existe un système qui s'appelle la formation. Et on peut former des gens de la même façon que pour supprimer ou pour du moins diminuer fortement le turnover, on incite les restaurateurs, on en a parlé la dernière fois, à augmenter le nombre de lignes sur leur planning. Alors, bien sûr, quand on augmente le nombre de lignes sur un planning, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens qui vont travailler avec des horaires à coupure et qui vont faire 8 ou 10 heures par jour, on va leur dire, ben, toi, tu viens, tu vas travailler le matin pendant 3 heures ou 4 heures. Donc,
la population qui est intéressée par ce genre de poste n'est pas forcément des serveurs confirmés. Ça peut être une maman qui élève son enfant à la maison, ça peut être un jeune étudiant, ça peut être n'importe qui. Bien entendu, en contrepartie, il n'a pas fait l'école hôtelière, enfin, il ou elle n'a pas fait l'école hôtelière, donc il faut lui apprendre les bases. C'est comment on se comporte devant un client, comment on prend une commande, comment on sert une table, comment on dessert une table, etc. Des gestes simples. Ce n'est pas des métiers extrêmement complexes. Il y a de la technicité, bien entendu, mais ce n'est pas des métiers extrêmement complexes pour servir un client de façon correcte. Et je pense que la clé, elle est là. Il faut donc, le meilleur moyen de régler les conflits, c'est de faire ce qu'il faut en amont pour ne pas en avoir. Ouais. J'allais dire, redevenir des professionnels de notre secteur. Je crois que c'est ne plus prendre par-dessus la jambe en se disant effectivement, on peut prendre, et tu le soulignes bien, on peut prendre n'importe qui est prêt, qui est motivé, qui a envie d'apprendre et qui justement est prêt à apprendre. Mais très vite, via la formation, il va falloir le rendre professionnel. C'est ça. Que ce métier, tout le monde comprenne que nous avons de plus en plus de divisions internes parce que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas du métier et qui ne comprennent pas ce métier. Donc effectivement, je pense qu'il faut absolument abonder dans ce sens et puis s'assurer aussi de travailler sur la communication. Effectivement, qui est dans tous les sens, hein, aussi bien avec le patron, communiquer avec ses équipes, en individuel. Vraiment travailler ça, que ça et pour ce faire, je vais juste donner lorsque, par exemple, on va parler de consignes, il faut que les consignes que l'on va transmettre soient claires, qu'elles soient répétées perpétuellement. Pourquoi les répéter perpétuellement? Parce que nous avons plusieurs candidats, nous aurons plusieurs personnes qui travaillent. Certaines personnes comprennent vite, d'autres un peu moins. Et il faut que dans ce management, justement pour éviter les incompréhensions, ces problèmes de communication, eh bien, qu'il y ait un travail qui soit fait journalièrement, quotidiennement. Et il faut prendre ce temps de répéter les consignes, de bien recadrer, j'allais dire, tout ce qu'on va mettre en œuvre au sein même de l'entreprise. Voilà, ça c'est une petite, c'est une clé qu'il faut donner. Je pense que ces podcasts ont, je l'espère, cette vocation à transmettre aussi des clés, de donner des solutions. Mais je suis complètement d'accord avec toi. On le voit tous les jours, toi et moi, on le voit quand on va sur le terrain. Je veux dire, il existe combien d'établissements qui sont capables de donner une fiche de poste descriptive et complète à leurs employés? Pratiquement aucun. Et après, on dit, ah mais tiens, mais pourquoi à la fin de ton service, tu n'as pas remis la moutarde qui est sur la console, tu ne l'as pas remise au frigo? Mais parce que je ne savais pas qu'il fallait le faire. Parce qu'on ne m'a pas dit qu'il fallait le faire. Parce que c'est écrit nulle part qu'il fallait le faire. Et à quelqu'un qui est professionnel, ça peut sembler évident, mais si on embauche des gens dont ce n'est pas le métier, des étudiants, des mères de famille, etc., eh bien, ils ne peuvent pas systématiquement le deviner. Donc, la fiche de poste, c'est indispensable. Il faut que les professionnels comprennent que plus ils vont organiser le poste de travail de leurs employés, et moins ils auront de problèmes. C'est aussi simple que ça. Et oui, comme un service, si on n'a pas fait une mise en place avant notre service, ben, le service va se passer vraiment de manière catastrophique et on le sait. Et ben, du même acabit, il faut absolument que on n'improvise plus les choses soient vraiment qu'il y ait des codes de conduite et que ces codes de conduite soient respectés par tout le monde, tout le temps, tous les jours. Et je pense que ça aiderait, ça serait vraiment un plus et je pense que c'est fondamental. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait au moins, au niveau des divisions internes, qu'il y en ait le moins possible. C'est ça. La chose aussi qui est importante, que j'aimerais évoquer, car le temps nous est compté, il ne faut pas ignorer un conflit. Dès qu'un conflit surgit, il faut le traiter, si possible, dans l'instant T. Si on ne peut pas,
quelques heures après. Mais il ne faut surtout pas laisser quelque chose gangréner parce que c'est la pire des choses. Moi, je pense qu'on ne se sent pas écouté, Didier, Oui. et tu dois en avoir d'autres, des exemples, mais déjà le sentiment que j'aurais, moi, c'est de ne pas me sentir écouté. Ça me dérangerait. J'aimerais que les choses soient réglées assez rapidement, un petit peu dans le feu de l'action, et trouver les mots, apaiser les choses, et puis, et en tous les cas, trouver une solution, mais ne pas laisser gangréner un conflit, en se disant, ouais, de toute façon, ça va se régler plus tard, voilà. Ah, mais on est d'accord, de toute façon. Il existe plusieurs styles de management. Je dirais malheureusement, avec humour, je sais, puisque je l'ai pratiqué moi-même dans une autre époque. Celui qu'on rencontre le plus, c'est ce qu'on appelle le management directif. C'est-à-dire, alors qu'il soit paternaliste ou non, c'est le management directif, c'est je suis le patron, je détiens la vérité, et puis obéissez et travaillez esclave. Je veux dire, je le dis de façon humoristique, mais c'est ce que l'on rencontre le plus souvent. Alors qu'on sait qu'il ne fonctionne pas du tout. Hein. Le management qui fonctionne aujourd'hui doit être obligatoirement horizontal, c'est-à-dire participatif. Au nom de quoi il y aurait moins d'intelligence dans deux cerveaux que dans un seul. Je sais, on touche là, et là c'est plus ton domaine, on touche au moi profond des employeurs qui disent ouais mais moi j'ai mis de l'argent, je connais mon métier, je sais faire les choses donc ils doivent faire comme moi. Mais non, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées intelligentes et c'est ce que pratique notamment Éric Guérin dans son restaurant 3 étoiles. Il explique que même pour faire la carte du restaurant, il fait des suggestions, il fait des dessins, et puis après, il réunit toute l'équipe, il dit, voilà, moi, ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et il le reconnaît lui-même, il dit, bah, bien souvent, en discussion d'équipe comme ça, ça m'a amené à changer la couleur d'une sauce, à changer la composition d'un plat, et parce que pour faire adhérer l'équipe, il est allé vers eux. Donc, il les a écoutés et en faisant ça, il les valorise. Donc, comme il les valorise, ben, les gens, ils se sentent concernés, se sentent intéressés et le travail est beaucoup mieux fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter avec je dirais, le management vertical, quoi. Je comprends, et je sais que tu le comprends aussi parce que tu vois ça aussi tous les jours. Je veux dire, mais je suis le patron, je détiens la vérité. Ben non, ça n'existe pas. D'abord, si tu es obligé de dire que tu es le patron, c'est que tu es un mauvais patron. Parce que c'est pas toi qui décides que tu es le patron, c'est l'équipe qui te reconnaît comme leader. Et c'est toute la nuance. Donc, il faut arriver à ça. Si on veut en finir avec ce turnover incessant, si on veut en finir avec le manque de personnel, il faut apprendre à les reconnaître. Le salaire n'est pas la première motivation du personnel. La première motivation du personnel, c'est la reconnaissance. Et ensuite, on le sait, ben, notamment la dernière génération, ils ne veulent plus travailler comme des esclaves, comme nous, on l'a fait. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, que je suis rentré en apprentissage à 14 ans, je rentrais au travail, il faisait nuit, je sortais, il faisait nuit. Donc, ça peut créer un état dépressif. Mais cette période est terminée. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent continuer à aller fréquenter leurs amis, ils veulent pouvoir avoir un week-end de temps en temps avec leur famille, ils veulent pouvoir aller à la salle de sport, ils veulent avoir une vie sociale. Est-ce que, en réfléchissant bien, on peut vraiment leur reprocher? Non. Moi, je ne crois pas. Non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui aussi, quelque chose qui va faire peur aux entreprises, c'est cette notion de psychologie qu'on fait rentrer aujourd'hui. De la psychologie, on la fait rentrer dans les cuisines, on la fait rentrer dans nos restaurants. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce qu'on se dit la psychologie, c'est pour ceux qui sont malades. On n'est pas malade. Or, non, c'est de la psychologie, c'est du management, ça fait partie de l'outil, la boîte à outils du manager.
Et dans cette boîte à outils, il y a aussi apprendre à se mettre à la place de l'autre, à entrevoir le point de vue de l'autre. Et je pense que dans justement ces divisions qui peuvent apparaître dans une entreprise, souvent, on ne se met pas à la place de l'autre. Aujourd'hui, justement, tout le monde a un petit peu parlé des droits des femmes. On l'a vu cette semaine. Eh bien, justement, il a fallu que certaines personnes, il y a quelques années de cela, se mettent à la place des femmes et puissent enfin regarder sous un angle nouveau pour faire évoluer les choses. Et dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu que chacun se mette à la place de l'autre. Alors, la psychologie nous l'apporte, et c'est pour ça que l'entreprise a tout intérêt aujourd'hui à introduire de la psychologie. Bien sûr, à petite dose, on ne va pas tout gérer par la psychologie, quoique. Mais en tous les cas, il va falloir commencer à comprendre qu'on n'est plus marche ou crève, que ça passe ou ça casse. Toutes ces expressions un peu désuètes, aujourd'hui, c'est plus, on va maintenant écouter les autres, on va faire un travail collectif, ensemble, aussi bien sur le choix des choses, des plats, de la carte, que de comprendre aussi que quelqu'un peut très bien ne pas être bien à un poste et que peut-être on peut envisager peut-être de changer de ce poste parce qu'un autre sera peut-être plus à l'aise et se sentira mieux. Je donne un tout petit exemple, c'est quand une fois j'ai rencontré un cuisinier, j'avais un cuisinier qui était très compétent tant qu'on faisait de la production, mais d'une qualité, mais c'était incroyable, il avait des idées, etc., etc. Et puis il sait produire. Dès qu'on arrive au service, c'était une catastrophe. Incapable de pouvoir suivre une consigne, de pouvoir… Bon, le service, tellement qu'il finissait par avoir peur, il se crispait et il oubliait tout. On lui demandait 2 minutes de cuisson, il mettait 5 minutes, il ne savait même pas pourquoi, parce qu'il mélangeait tout. Et le stress qu'il subissait pendant le service ne lui convenait pas. C'est très bien, il faut déplacer cette personne-là au profit de quelqu'un qui, lui, a plus envie de se trouver sur le devant de la scène, qui a plus envie d'en découdre avec ce combat qui est le service. Il suffit de replacer les gens. Donc, avoir aussi, quand je dis se mettre à la place des autres, c'est aussi se rendre compte, si c'est possible, que toutes les places ne vont pas à tout le monde. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et j'ajouterais également qu'il y a un autre point important, c'est le livret d'accueil. Le livret d'accueil, alors, hormis le fait qu'il existe un article, l'article CL 414.2 du Code du travail, qui oblige tous les employeurs à fournir aux nouveaux employés un accueil et une formation à la sécurité du poste. Mais alors, la sécurité du poste, ça dépend de quel poste il s'agit. Parfois, la sécurité, ça peut être compris, je veux dire, dans la définition de poste. Mais le livret d'accueil, on doit fournir un accueil aux salariés. C'est prévu dans le Code du travail. Et le livret d'accueil, alors chez nous, soyons clairs, à part dans les très grosses entreprises, ça n'existe nulle part. C'est pas quelque chose de compliqué à faire, un livret d'accueil. Un livret d'accueil, c'est quoi? C'est expliquer comment fonctionne l'entreprise. C'est le petit mot du chef d'entreprise, du dirigeant, c'est on présente l'entreprise, on donne des informations pratiques, comment fonctionnent les horaires, comment est organisée l'entreprise, quels sont éventuellement les moyens de transport pour venir travailler et pour rentrer chez soi. Ce sont des choses simples, ce sont des choses pratiques. C'est un mode d'emploi, d'utilisation de l'entreprise. Mais si on arrive à faire ça et à le fournir aux employés, tel qu'en principe l'article du Code du travail nous y oblige, eh bien l'employé, il va se sentir sécurisé. Il ne va pas se poser la question, si on lui donne, je ne sais pas moi, si on lui donne les horaires de bus, des choses comme ça, il ne va pas se poser la question, ah oui, mais si je finis à quelle heure, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Ben, voilà, regarde dans ton livret d'accueil, c'est écrit. Je veux dire, il faut arriver à supprimer cette insécurité sociale
que peuvent ressentir les employés à venir travailler? Je pense que c'est justement là où ça rentre dans un processus de recrutement rigoureux pour éviter Oui, justement, parce que moi quand j'en parle des fois avec certains gérants, patrons de restaurants ou de métiers de bouche, à chaque fois ils me disent mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de cela, on n'a pas le temps de... Euh, enfin, ça n'a aucun sens, pourquoi faire ceci, faire cela. Et je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui devraient faire appel justement à des services comme tu peux le dispenser de recrutement parce que nous évitons énormément déjà on sélectionne les gens avec une vision bien claire du poste et ensuite effectivement il va y avoir j'aime bien d'ailleurs ce terme de cahier d'accueil, ce carnet d'accueil puisque tout est dit dedans, hein. Il y a bah oui. accueil dedans. Et se sentir accueillir, je pense que c'est très important pour justement se dire que voilà, on rentre dans quelque chose qui est bien défini. On ne va pas énumérer tout ce que on a dit depuis le début, mais c'est ça. Et là, on est un petit peu dans un système très confortable, où on sait qu'on va arriver quelque part où les choses, en tous les cas, sont dites, c'est très clair, et ça rassure, comme tu le disais tout à l'heure, ça rassure. C'est ça. C'est exactement ça. Il y avait une question aussi à un moment donné qui disait, c'est toi, Xav, qui a dit, il y a un mot sur le conflit entre le restaurateur et le client. Est-ce qu'on pourrait aussi l'évoquer? Oui, ben, j'allais poser la question. J'en avais une autre avant, mais vas-y. Ah, bah vas-y, Pas je de t'en problème. prie. Ouais, je voulais juste revenir sur la psychologie. Tout à l'heure en introduction, je disais, il y a des gens qui nous ont contactés là, suite à cette pub, qui sont vraiment dans l'émotionnel, qui n'en peuvent plus, qui ont quitté le restaurant. Il y en avait une cuisinière qui avait quitté un restaurant parce qu'elle était maltraitée. Et quand elle nous a un petit peu alpagué sur Internet, elle était vraiment dans l'émotionnel, alors qu'on n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là qui ont été victimes de conflits, qui ont quitté des restaurants et qui sont encore dans la colère? Alors, déjà, avant de parler de la colère, moi, je dirais que il faut maintenant avoir un processus en amont. Ainsi, il faut se préparer, sinon on va devoir réparer les choses. D'accord? Et c'est ça. Travaillons en amont, travaillons à préparer les choses, à les mettre en place, comme le disait Didier. On met les choses en place, on suit un processus d'intégration très clair, humaniste, très humain. Et par cette préparation, nous allons éviter justement d'arriver à devoir réparer parce que d'un seul coup des conflits, parce que des conflits, on ne va pas les empêcher, mais ils vont être minimisés. S'il y a un cahier des charges très clair, tout le monde va se référer à ce cahier des charges, va suivre un protocole. D'accord? Alors, bien sûr, c'est un angle de vue. C'est l'angle de vue, c'est mon angle de vue. Mais je suis persuadé que si on fait en amont, eh bien, on va de toute façon diminuer cet impact psychologique et justement cette colère, parce que cette colère, elle n'est pas issue, on ne naît pas en colère, on ne passe pas sa journée en colère. Donc, s'il y a quelque chose comme ça veut dire que ce conflit, il est perpétuel et permanent et il devient, c'est un cancer au sein de l'entreprise. Et effectivement, une fois qu'on libère la parole, eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que tu as eu. C'est-à-dire que la personne, elle sort tout ça. Pour les éviter, c'est le travail en amont, tout simplement. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Et puis, j'ajouterais également autre chose. On le sait, il y a beaucoup, quelques dizaines de mille de salariés qui ont quitté le secteur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver du personnel dans l'hôtellerie et la restauration. Alors, c'est un inconvénient, mais ça peut aussi être un avantage pour les salariés, parce que ça veut dire que les salariés qui veulent travailler dans ce métier-là, aujourd'hui, ils ont le choix de l'entreprise. Et c'est à eux de choisir une entreprise qui a une bonne réputation. Pourquoi ne pas aller interroger le personnel qui y travaille?
ils vont avoir le choix. On n'est pas obligé, et c'est ce qui va contraindre les chefs d'entreprise à se remettre en question. Si ils ont trop de turnover, ça veut dire que ça ne vient pas du personnel, ça vient d'eux. Il faut arriver à se remettre en question soi-même. Qu'est-ce que je fais mal pour ne pas être capable de conserver mon personnel? Moi, j'ai des amis restaurateurs qui ont beaucoup de personnel et qui n'ont aucun problème pour recruter. Ils n'ont aucun problème pour recruter et ils n'ont aucun problème pour conserver leur personnel. Ils sont là, il y en a, j'en connais, ils sont là dans la même entreprise depuis 5, 6 ans, 7 ans et ils ne bougent pas parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils se sentent respectés. Et le travail est fait et ils gagnent de l'argent, je peux vous le dire. Parce que quand on travaille dans une meilleure ambiance, c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille dans une meilleure ambiance, on est beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace et donc, inévitablement, à un moment ou l'autre, ça se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire dans le tiroir caisse. Donc, il faut arriver à comprendre tous ces points-là. Et donc, pour revenir à l'autre question, justement, quand on a des clients insatisfaits, là, c'est des conflits avec les gens extérieurs. Encore une fois, ce restaurateur qui en a marre, il quitte ce métier de restaurateur à cause en partie des clients. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette partie? Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. Bah oui, c'est clair. Le reproche principal qu'on voit en ce moment de la part des clients, c'est le manque de compétences, en salle surtout. Le manque de compétences qui va avec ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un besoin, on embauche le premier venu sans se poser la question de savoir s'il convient ou pas, et on ne forme pas, on dit vas-y, débrouille-toi, tu vas bien y arriver. Donc ça, mais les clients n'ont pas tort. Après, il faut arriver à résoudre le conflit avec les clients. Alors déjà, à la base, si on a des conflits tous les jours avec les clients, c'est qu'on fait mal notre boulot. Soyons clairs. Si tu fais bien ton travail, que tu sers quelque chose qui correspond à ton image de marque et au prix que tu affiches, normalement, tu peux avoir, bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelle des clients qui ont mal dormi la nuit. Et encore, j'exprime ça de façon châtiée. Ça arrive toujours. Mais ce n'est pas la majorité. Je veux dire, si on a des problèmes tous les jours avec les clients, ce n'est pas les clients qui ont un problème, c'est nous. Donc, il faut arriver à se remettre en question. Ouais, c'est aussi ça. C'est comme le service. Moi, j'ai un exemple là où une personne que j'interroge, un client qui était en train de manger, qui dit vous voyez, ce restaurant-là, il est très bon. Parce que moi, je lui posais la question de savoir un petit peu. Il y venait, il me dit oui, j'en fais ma cantine, mais je pense que je ne vais pas rester. Je lui dis bah, pourquoi vous n'allez pas rester? Et il me dit tout simplement parce que quand j'arrive, on me donne une carte et on me dit qu'est-ce que vous allez prendre comme boisson. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Ah oui. Et on revient encore là sur le professionnalisme. Alors, c'est du bon sens. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous? Voilà, il y a trop de soleil, il n'y a pas assez de soleil, il y a trop de vent, est-ce que vous ne voulez pas être devant la clim, etc. Vous avez réservé, etc. Mais c'est vrai que donner une carte en disant vous prendrez quoi, et il n'y a pas tout le côté, j'allais dire, convivial et de l'accueil qui devrait être normal, qui d'ailleurs va dans les deux sens parce qu'on finit par, une fois qu'on connaît bien sa clientèle, on les connaît, il y a un lien qui se crée et automatiquement ça devient sympathique pour le client. Aujourd'hui, on a l'impression que comme il y a un turnover très important, on n'arrive plus à créer un lien entre le client et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a certains clients qui, comme d'habitude, viennent, ils ont leurs petites habitudes, ça les rassure, c'est leur cantine. Bien ça, aujourd'hui, on a du mal à l'offrir puisque toutes les 5 minutes, on change de serveur, voire on change de cuisinier, et on a quelque chose qui est inégal, jamais de même valeur. Donc déjà, ce qui se rajoute à ça, qui pour moi est sur 10-15% des problèmes que nous rencontrons de conflits, 10-15%, c'est basé sur un ressenti personnel. Il n'y a pas eu d'études de fait. Mais en tout cas, c'est les émissions Top Chef. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui vont arriver dans un restaurant, qui vont payer un plat à 12 € et qui vont dire mais pourquoi la présentation, elle n'est pas comme sur Top Chef?
Ben, tout simplement parce que rapport qualité-prix, on y a mis une souris, on a mis une souris d'agneau, on y a mis une purée, on l'a posée dessus, voilà, et la décoration, elle sera avec un peu de sauce, ça va s'arrêter ici. Pourquoi? Ben parce que c'est 12 euros. Donc, proportionnellement, je ne peux pas être en train de me dire pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi on ne m'a pas rajouté des fleurs, pourquoi on m'a pas. Et puis, ça dépend du restaurant. Et donc, souvent, le conflit, il est là. C'est que les gens se sentent, vont me dire, bah non, je préfère aller chez un tel. Alors, moi, j'ai vu aussi des gens qui me disent, bah non, mais du coup, je préfère manger un sandwich à 7 ou 8 euros. Ok, bon, si on veut. Donc, ça, c'est, pour moi, ça vient des émissions. J'en suis quasiment sûr, puisque les réflexions vont dans ce sens. Vous voyez? Mais c'est, Oui, comme je dis, hein, c'est peut-être 10-15%, peut-être un peu moins même. Mais en tout cas, il y a cette partie des médias qui est rentrée maintenant et qui offre la possibilité à tout à chacun de juger ce qu'il faisait déjà avant, mais pas que sur la qualité du produit, pas sur la qualité rapport qualité-prix, non, sur plein d'autres critères qui, voilà, qui nous échappent et ça crée effectivement des tensions. ça peut aussi motiver le restaurateur à s'améliorer, à essayer d'aller vers l'excellence. Il n'y a pas Oui. que le négatif. Ah non, non, mais moi je suis entièrement d'accord que ça nous tire vers le haut. Mais c'est Ben vrai oui. que là on parlait des conflits qui peuvent être engendrés comme ça entre le restaurant et la clientèle. Bien évidemment, si on le prend d'un autre point de vue, on peut même jouer là-dessus en disant bah, pour un plat à 11 ou 12 euros, entrée, plat, dessert, un petit menu à 12 euros, 13 euros, je trouve que voilà, on y a mis des produits de qualité, on a ceci, donc on peut argumenter justement, Oui, bien argumenter sûr. là-dessus, se dire oui, peut-être qu'on a un visuel un tantinet moins qu'un gastro, mais un gastro, bah oui, ça va peut-être être le plat à 30 ou 40 euros. Donc, Mais voilà. est-ce que la critique du client ne peut pas venir également du fait que euh, ce qu'on lui donne ne correspond pas à l'image qu'il a de l'établissement? Ah ben ça c'est, pour moi, c'est 80% des cas, 75 à 80% des cas, effectivement. Et j'en ai des exemples, hein, je peux t'en donner à l'appel, où récemment j'étais dans un restaurant qui s'appelle, en fait, qui a j'allais dire, qui parle du sud de la France. Donc on Oui. attend à avoir une gastronomie du sud, Hmm. sud-est, éventuellement du sud-ouest, pourquoi pas, mais plus du sud-est. Et là, on a quoi? On a carrément quelque chose d'autre. On a quelque chose qui est beaucoup plus identitaire et on va partir sur une cuisine qui va être totalement, j'allais dire, à l'opposé de cette cuisine. Et ça devient Oui, un petit peu déroutant, finalement. C'est déroutant. c'est ça, mais je vois très bien de quel établissement tu parles et j'ai vu passer son dernier menu ben là il y a quelques jours et je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit mais pourquoi mettre ça à la carte? Ça correspond pas du tout à l'image. C'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Et pourquoi? Là, on m'explique pourquoi, parce qu'on me dit que les clients le réclament. Oui, mais moi qui vis à La Réunion, si tout le monde réclamait le même produit, c'est-à-dire un rougail saucisse, on aurait 1000 restaurants qui feraient un rougail saucisse. Quel va être l'intérêt? Quel va être l'intérêt gustatif pour le client? Puisque la restauration, c'est aussi un moyen. Et je pense que on parlait d'idéologie, on parlait d'histoire. C'est aussi une grande histoire. C'est une histoire des pays. C'est une histoire des différentes cultures, bien évidemment. C'est une histoire aussi des départements, des régions de France. Et Oui, donc, en fait, c'est fabuleux parce que dans chaque plat, il y a une histoire et il y a un partage qui devrait y avoir. Et donc, c'est pour ça que coller au plus près d'un style de cuisine, d'une identité, je pense que c'est là, c'est vraiment. Le client ne peut pas se tromper. Il vient, il ne peut pas se tromper. Il est venu pour ça. mais tout le monde le sait. Je veux dire, on sait aujourd'hui que ce qui fonctionne, c'est les cartes courtes, c'est les cartes de saison. Mais ça, ça n'empêche pas
de voir encore des cartes de restaurant qui ressemblent plus au dictionnaire Petit Larousse qu'à une vraie carte de restaurant. Quand tu as fini de lire, tu sais plus ce qu'il y avait au début. Et puis qu'ils se disent, ah bah tiens, là j'ai une baisse d'activité, j'ai des clients qui veulent de la choucroute, je vais rajouter de la choucroute. Ouais, mais si ta spécialité c'est le couscous, n'essaye pas de faire de la choucroute, quoi. Moi, si j'ai envie de manger une choucroute, je vais aller dans un restaurant dont c'est la spécialité. Donc, il y a un mélange des genres, forcément, on arrive à un mécontentement de la clientèle. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense que ça rentre aussi, c'est une part importante dans les conflits qu'on peut rencontrer. Bien sûr. Bon, bah super. On a fait le Voilà. tour quasiment là, non? Alors, je pense, oui. Ouais. La conclusion pour finir, je pense, enfin la mienne en tous les cas, c'est que c'est pour répondre justement à cette dame qui était un peu en colère, c'est vraiment c'est un travail en amont que nous devons opérer. Et voilà, pour une belle préparation en amont va généralement diminuer, mais considérablement des conflits. Oui, et puis je voudrais quand même mettre une petite note d'espoir. Il y a toute une nouvelle génération de jeunes restaurateurs qui ont compris les fondamentaux de ces nouveaux styles de management. Donc, même si cette dame elle a été déçue dans un établissement, tous les établissements ne se ressemblent pas. Il y a aujourd'hui des restaurateurs qui ont pris les choses à bras le corps et qui essayent de faire bien les choses en cohésion avec leur équipe. Et le mot-clé, c'est cohésion, c'est créer une cohésion plutôt que de rester dans un dirigisme paternaliste en disant je détiens la vérité et vous avez juste à faire ce que je vous demande. Donc, je pense qu'il reste de l'espoir quand même, il reste de beaux jours. Ouais, c'est un métier, enfin nos métiers, c'est des métiers qui permettent de sortir de sa condition, de s'élever de sa propre condition. Et ça, c'est encore des métiers où si on est compétent, si on travaille, si on est professionnel, on va s'élever et on va vraiment s'épanouir. Absolument. Oui, il y a des solutions, hein. Messieurs, vous êtes là pour en témoigner. Donc, c'est pour donner de l'espoir à tous ces restaurateurs et ces salariés qui vont aller dans cette profession magnifique. Donc, oui. Alors, bien sûr, on a abordé ça de façon générale. Je dirais que les restaurateurs qui ont des soucis, eh ben, on est là pour les aider à les résoudre. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à prendre contact. On ne peut pas tout donner dans un podcast, hein. C'est impossible. Ah ben non. Donc, le but, c'est vraiment aussi de vous dire que il y a plein de professionnels. On est là aussi et des solutions, on en met tous les jours en œuvre et on a des très, très belles réussites. C'est sûr. Bon, merci encore. La semaine prochaine ou la prochaine séance, on va parler d'un sujet dont on a un petit peu parlé lors de la première session. C'est lorsque les restaurateurs ont des problématiques. En fait, ils attendent toujours le dernier moment pour donner une solution. Nous, on est sollicités un peu comme cauchemar en cuisine. Il faut qu'on vienne quand la situation est catastrophique. Donc, c'est un petit peu un mal qu'on a identifié chez beaucoup de restaurateurs. Donc, on va parler de ça. Pourquoi ils attendent le dernier moment pour agir? Pourquoi on est toujours le dos au mur pour trouver des solutions? Et donc, je vais vous solliciter, messieurs, pour comment on peut justement réagir dans ces moments-là et surtout peut-être comment éviter d'en arriver là. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.